Bonjour Jean-Luc, comment ça va? Bonjour Vincent, un peu froid, mais ça va, ça va. Oui, ouais, complètement, faut pas oublier son écharpe. Donc aujourd'hui, j'accueille Jean-Luc Martial, fondateur des Increvables. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être vous laisser vous présenter et présenter ce beau projet que sont les Increvables. D'accord. Alors, moi je suis un petit jeune de 65 ans. Grand Euh, jeune. voilà, tout à fait. Autodidacte. Alors, je le dis dès le départ parce que je veux dire, il y a toujours une explication de ce qu'on a fait dans la vie. Donc, autodidacte et ma seule culture, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris dans le sport. Et je me suis nourri du sport durant toute ma carrière. Et donc j'ai démarré après le bac, hein, j'ai eu le bac et j'ai démarré avec trois autres personnes qui venaient de créer une société informatique. C'était dans 1985. C'était le début de l'informatique dans les entreprises. Et j'ai vécu une aventure extraordinaire parce que j'y suis resté 15 ans. J'étais la jambe commerciale de la société. J'y suis resté 15 ans et quand j'en suis parti, on était 300 personnes. Donc j'ai eu la chance de vivre vraiment une aventure, enfin que je souhaite à tout le monde, quoi, parce que démarrer dans un Algeco, un poil, un chien, et se terminer à 300 personnes, des bureaux à Paris, des bureaux à Lyon, à Marseille, c'est voilà, c'est une aventure que j'oublierai jamais. Donc j'ai toujours été la jambe commerciale, donc ça a été toujours mon moteur, aller à la rencontre d'entreprises et de discuter avec elles sur leurs besoins. Ensuite, en 99, donc voilà, l'aventure devait se terminer, elle s'est terminée tranquillement, et j'avais besoin de voir autre chose. En 99, j'ai monté une structure qui s'appelait Addon Vente, qui était dans l'externalisation de force de vente. Parce que j'avais rencontré beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME qui avaient des difficultés à bien se développer au niveau commercial. Donc pendant une dizaine d'années, j'ai accompagné différentes sociétés pour le développement commercial et je leur mettais en délégation et que je manageais des commerciaux qui participaient au développement de leur entreprise. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un phénomène qui s'appelle Christophe Ducluseau, un ancien rugbyman qui en 97 avait créé une société qui proposait des ressources à temps partagé. Donc en 97, il était précurseur, quoi. En Oui, 97, parler de complètement. temps Ouais. partagé, vraiment précurseur. Et on a matché tous les deux. On a compris qu'on était fait pour écrire une histoire ensemble. Et donc je l'ai rejoint en 2009. Et très rapidement, si au départ le temps partagé était uniquement sur les fonctions informatiques, responsable informatique, administrateur réseau, on a rapidement étendu l'offre sur toutes les fonctions support. Donc RH, finance, qualité, communication et informatique. Et donc là, j'ai rencontré des centaines, même des milliers de dirigeants d'entreprises en 10 ans, tout le temps des entreprises de 50 à 200 personnes. Et à chaque fois qu'on discutait avec un dirigeant, on en repartait avec un problème à résoudre. L'entreprise, une PME qui n'a pas un caillou dans sa chaussure, elle n'existe pas. Donc, l'objectif, c'était de discuter avec lui, de voir où était sa faiblesse. Est-ce que c'était sur le RH, la communication, la qualité, la finance, l'informatique? Et à chaque fois, on repartait avec une faiblesse. Donc, cette faiblesse, on lui proposait de la résoudre en lui mettant en disposition un profil expert, mais à temps partagé, juste temps, juste coût. Donc là, pendant 10 ans, j'étais associé à cette société et InSitu est le leader du temps partagé en France. Ensuite, j'ai été sollicité par une franchise de camping. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir. Flower Camping, 120 campings en France, qui était, je veux dire, un peu en déperdition commerciale, puisque le secteur d'activité avait beaucoup évolué, beaucoup changé.
Et donc, j'avais pour mission de redresser cette franchise. Donc, pendant 2 ans, j'ai découvert le milieu du tourisme avec, pour beaucoup de propriétaires de camping, pour beaucoup, c'était des gens qui, aux alentours de 40 ans, avaient comme projet de changer de vie, un projet familial. Donc, c'était des cadres supérieurs qui étaient sur Paris, qui étaient sur Lyon, qui avaient décidé d'acheter un camping et de se retrouver dans la nature. Donc, ça a été un secteur humainement qui était très riche, quoi. C'était pas forcément à la base des entrepreneurs, mais par contre, ils devaient justement apprendre à être entrepreneur, parce que diriger un camping, ben, il faut être entrepreneur. Ah, bien sûr. Ouais. Et les Voilà. Donc ça, increvables dans tout ça, du coup. pardon. Non, je disais, et les increvables dans tout ça, du coup. Voilà. Alors oui, alors je suis très bavard, ça c'est sûr, commercial. Ne vous inquiétez Et pas. donc, quand j'ai terminé ma mission, l'heure de la retraite a sonné. Mais étant donné que j'aime trop le monde des entreprises, j'étais un peu dérouté par entendre des dirigeants d'entreprise dire on a du mal à recruter, on a du mal à fidéliser, et d'entendre des personnes de dire plus personne me veut, trop vieux, trop cher. Donc je me suis dit il y a quelque chose à faire. Donc j'ai lancé les Increvables, et en trouvant une voie différente de ce qui existe, alors non pas meilleure que ce qui existait, mais différente, c'est-à-dire que les Increvables vient appuyer les actions des gens, des demandeurs d'emploi qui candidatent. D'accord. Le problème des personnes, c'est d'être lus, que leur candidature soit étudiée. Donc, c'est pas le tout d'envoyer par mail, par clic, répondre à une annonce. Après, avec tous les outils qui existent, les ATS, tout ça, ben, la plupart ne sont pas lus. Donc moi, je veux dire, je vais appuyer soit dans le cadre de non-réponse à leur candidature, soit dans le cadre dès le départ, au moment où ils candidatent. Donc, je vais rentrer en contact avec le dirigeant de l'entreprise, et j'ai inventé le métier de commercial pour demandeur d'emploi. Donc, Alors, voilà. dites-nous en plus rapidement qu'on comprenne. Commercial de Alors, demandeur d'emploi senior, du coup. c'est-à-dire qu'il y a, il y a- il y a- il y a deux problématiques essentielles. La première, c'est les non-réponses. Les non-réponses, c'est vraiment un fléau. Et c'est la première souffrance que rencontrent les demandeurs d'emploi. Et c'est encore plus vrai pour les plus de 50 ans, parce que contrairement à la jeune génération qui est née avec le numérique, qui est née avec Internet, qui ne va pas hésiter, par exemple, un lundi, il décide de répondre à des annonces, il ne va pas hésiter à postuler à une centaine d'annonces dans la journée. C'est tellement vite fait, un clic, CV, lettre de motivation, voilà. Et du coup, quand vous les appelez, ben, ils ne se rappellent même pas de l'annonce, rappelez-moi qui vous êtes, tout ça, parce qu'ils ont tellement postulé qu'ils ne s'en souviennent pas. Alors que la personne de plus de 50 ans, elle est très sélective. Elle ne va postuler que à des annonces qui correspondent vraiment à leur profil et à leur envie. Donc, ce qui veut dire que leur espoir et leur attente est beaucoup plus forte, puisque c'est sélectif, donc ils espèrent beaucoup. Et donc, les non-réponses à cette candidature, c'est vraiment une grosse blessure. C'est pour eux de l'irrespect, c'est de la colère. Donc là, dans ces cas-là, ils vont me remonter l'information, me dire, voilà, j'ai postulé et ça fait 15 jours et j'ai pas reçu de réponse. Et là, je vais prendre mon téléphone, je vais appeler le dirigeant, ou je vais appeler le DRH si c'est un grand groupe, je vais lui présenter les increvables, et je vais lui dire, voilà, parmi les personnes que j'accompagne, il y a une personne qui a candidaté chez vous et qui n'a jamais reçu de réponse. Donc, je crée volontairement ce petit malaise. Donc, Excellent. la personne en face va me dire, oui, mais vous savez, on reçoit des Oui, des dizaines, des centaines de centaines de candidatures. candidatures, nanana, nanana. Bon, je dis, oui, je comprends. Je dis, mais essayez de mettre en place un process qui va être respectueux. Et puis, quand on parle de marque employeur, ben, au niveau marque employeur, c'est pas positif, quoi, de ne pas répondre aux candidats. Et bien souvent, cet échange devient très, très cordial, très amical, et souvent, ça se termine de dire, écoutez, envoyez-moi le profil de la personne et je m'en occupe personnellement. Donc, le dirigeant ou le DRH. Donc, j'arrive à transformer le silence radio
à étude de la candidature et donc réponse au candidat. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, c'est la personne a vu une annonce qui lui correspond tout à fait et elle me demande dès le départ d'appuyer sa candidature. Donc, je vais faire la même démarche. Je vais appeler le dirigeant. Je vais lui présenter les increvables. Je vais lui dire, parmi les personnes que j'accompagne, il y a une personne qui souhaite candidater suite à l'annonce que vous avez passée. Et là, je vais poser une question coquine. Dans ce sens, je vais lui demander, du voilà, est-ce que la porte est ouverte aux plus de 50 ans? Quand je dis coquine, c'est que c'est évident que personne n'ose me dire que la porte est fermée aux plus de 50 ans. Bien sûr. Donc là aussi, s'installe un échange. Et là aussi, une fois sur deux, ça se termine où le dirigeant me dit, écoutez, envoyez-moi le cursus de la personne, j'étudie son profil personnellement. Les Donc, je increvables, c'est mets tout en vraiment, haut de la pile la candidature de la personne. vous mettez vraiment votre filouterie au service des autres, on va dire. Oui, mais c'est pas la filouterie, c'est du quelque part mettre du bon sens et du parler vrai. Oui, C'est oui, c'est sûr. Mais on est clair. comment avec le numérique renouer le contact humain. Donc c'est ça. Alors c'est évident que pour qu'il y ait un échange un peu commercial, quoi, un peu canaille, mais ça n'empêche que voilà, le but c'est vraiment de pouvoir échanger avec le dirigeant, quoi. Et selon vous, si on devait résumer, hein, quelles sont les trois grandes caractéristiques d'un candidat, en l'occurrence senior, profil expérimenté, les trois grandes caractéristiques d'un candidat convaincant? Alors, c'est vrai que plus on a un parcours long, plus c'est compliqué hein, de se présenter. Et puis on peut partir dans tous les sens. Donc, ce qui veut dire que les trois caractéristiques essentielles, c'est la clarté, l'énergie et la capacité à se projeter dans le besoin de l'entreprise. Donc la clarté, c'est pouvoir clairement se présenter. Quel a été son parcours, qu'est-ce qu'on a fait. Tout à l'heure, vous m'avez demandé présentez-vous, je l'ai présenté de cette manière. J'espère que vous avez compris qui j'étais, qu'est-ce que je vous avais fait, et on peut retenir que je suis ce qu'on appelle entre guillemets un business développeur. Je suis la jambe commerciale d'une entreprise. Mhm. Ben, voilà, la clarté, c'est très important, que vite la personne comprenne qui vous êtes. L'énergie, ça veut dire que autant il faut que la personne comprenne que vous avez de l'expérience à vécu, mais que surtout vous avez encore de l'énergie à donner et des choses à vouloir découvrir. C'est-à-dire que vous n'êtes pas qu'une personne du passé, que vous êtes un homme du présent et surtout un homme du futur, parce qu'une entreprise qui va vous recruter, elle vous recrute pour le futur. Donc, votre passé, ok, très bien, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le futur. Donc, l'énergie et puis la capacité à comprendre le contexte. C'est évident que quelqu'un qui a été manager dans un groupe international et qui postule dans une PME, il faut qu'il puisse rassurer de suite et comprendre que automatiquement il ne pourra pas travailler de la même manière dans une PME que dans un grand groupe. Donc il faut qu'il puisse faire une présentation qui va être adaptée par rapport à l'entreprise. Donc ce qui veut dire que il est important pour le candidat de bien comprendre où en est l'entreprise, quelle en est sa taille, quelle en est ses performances, quelle en est là, pour savoir, pour se imaginer où peut être l'attente et le besoin de l'entreprise. Mhm. Bien Donc comprendre clarté, énergie et se projeter. et sur le contexte, là, comme vous disiez, bien comprendre où en est l'entreprise, c'est même faire sentir au recruteur qu'il ou elle a bien compris. Parce que vous pouvez Oui. bien comprendre, bien saisir le contexte, mais après, encore faut-il savoir en parler. Euh, le niveau d'expertise et de seniorité d'un candidat présage-t-il de son niveau, de son aisance, d'après ce que vous avez observé, notamment chez les increvables? Alors,
automatiquement, enfin, de l'expertise, c'est un bien grand mot parce qu'aujourd'hui, dans la société où on est, tout le monde se prétend expert, quoi. L'expertise, moi qui suis un autodidacte, j'ai toujours été admiratif par rapport à des ingénieurs, à des polytechniciens, tout ça. Là, c'est vraiment les études. Bon. Euh, et d'où l'importance de bien faire la différence entre l'expertise et l'expérience. Pour moi, c'est d'abord l'expérience. Et c'est l'accumulation d'expérience qui peut faire de vous un jour un expert. Mais pas forcément. Parce que vous ne pouvez être expert que si vous avez toujours vu votre métier sous un côté je vais faire profiter de mon expérience, mais surtout, je vais continuer à vouloir m'améliorer. Hmm. D'accord. Et pour devenir expert, ben, il faut être, avoir un esprit d'évolution, de Alors, performance. c'est hyper intéressant là, que vous en parliez comme ça et que vous fassiez la différence entre expertise et expérience. L'expertise, ça peut être un niveau de diplôme, de certification, une qualification, si je puis dire, et l'expérience, le vécu. Votre parti pris, ça a l'air de dire que avec beaucoup d'expérience, on peut finalement acquérir de l'expertise. Mais j'ai l'impression, et des retours que j'ai d'élèves, de personnes avec lesquelles je discute, que les recruteurs valorisent souvent l'expertise. Vous voyez, le niveau de diplôme, le fait d'être passé dans telle ou telle société, qui est comme une sorte de diplôme de certif, finalement une théorie du signal, quoi. Et que l'expérience, on va dire oui, c'est génial, etc. Mais finalement, c'est pas ce qui va être valorisé in fine, qui va le plus rassurer les recruteurs. Non. Ben, c'est-à-dire que quand on fait, quand on est recruteur et qu'on reçoit des CV, c'est évident qu'on est obligé de faire une sélection. Donc, les critères pour faire une sélection, ben, chacun les met là où il veut. Ça peut être sur les diplômes, ça peut être sur le niveau d'expérience, ça peut être aussi sur la localisation du candidat. Je veux dire, vous êtes à Grenoble, quelqu'un qui habite Nantes, vous n'allez pas le sélectionner. Enfin, voilà, chacun va mettre ses critères. Mais c'est là où est la difficulté pour les recrutements. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un super CV et le jour où vous discutez avec la personne, tout s'écroule. Tout s'écroule parce qu'il n'y a pas peut-être de matching entre la personne. On se rend compte qu'on a une personne en face qui est timide. On peut aussi avoir des CV qui ont été arrangés. Et là, voilà. C'est en discutant qu'on arrive vraiment à mesurer Oui, quelle c'est est pour ça qu'il existe la les personne entretiens que j'ai en face de d'embauche. nous. Oui, Voilà, tout c'est à pour fait. tirer le vrai du faux. Mais parfois, vous voyez, vous me disiez, bon, chacun met ses critères où il veut, et c'est légitime hein, d'ailleurs. Mais vous m'avez évoqué des critères qui sont largement partagés, un niveau de diplôme, la localisation, euh, comme si le recrutement, parfois, et j'ose dire même souvent, manquait d'ambition par rapport à la prise de risque. Alors c'est aussi l'aspect légal, juridique du recrutement qui peut-être rend frileux les recruteurs. Ça, c'est une vraie question aussi. Mais on a l'impression que tout le monde essaie d'être ceinture bretelle et que justement le niveau de diplôme, le fait que la personne habite à pas plus de une demi-heure, qu'il ait toujours travaillé dans le même secteur d'activité, va rassurer tout le monde. Et si jamais le recruteur ou le RH se plantait dans le recrutement, bah, il pourrait se retourner vers les autres en leur disant, bah, écoutez, comment vous vouliez que j'anticipe que cette personne n'allait pas convenir, puisqu'il avait le niveau de qualification nécessaire, il habitait juste à côté, il a toujours travaillé dans ce secteur d'activité, plutôt qu'aller chercher par exemple quelqu'un qui est prêt à déménager, qui vient d'un autre secteur d'activité, mais qui témoigne d'un vrai sens de l'adaptabilité. Souvent, ce deuxième profil, il va être écarté. Oui, oui, tout à fait. Alors après, c'est là où, de toute façon, c'est là où il y a le problème. Et il est d'autant plus vrai avec l'IA. Parce que l'IA, je veux dire, va vous permettre, tout le monde va remettre des CV un peu à l'identique. C'est-à-dire, comment passer les ATS, comment éliminer tout ce qui est éliminatoire, et tout comme ça. Donc, je veux dire, ça va devenir encore de plus en plus complexe. Euh,
moi, enfin, pour une entreprise, alors, il y a une différence entre un grand groupe et une PME. Alors, quand j'ai dit PME, c'est des tailles jusqu'à 500 personnes, quoi. Euh, un grand groupe, quelque part, peut se permettre de se tromper dans son recrutement. Pourquoi? Parce que vous avez du turnover, ben c'est pas grave, la société continue d'exister, l'organisation prend le dessus. Alors que dans une PME, je veux dire, le turnover peut être un vrai problème. D'accord? Un vrai problème. Et donc, ce qui veut dire que selon l'organisation pour qui vous recrutez, ben, vous devez mettre soit en priorité de dire je veux trouver quelqu'un que je vais sentir qu'il est vraiment motivé pour le poste, que là où il en est, il ne va pas me dire dans 6 mois je m'en vais, et que même s'il lui manque quelques compétences, que de par son envie, cette compétence, il va vite l'acquérir. Pour moi, c'est remettre quelque part les valeurs humaines au centre du débat. Hmm. Dans un grand groupe, peu importe, l'homme peut devenir presque un numéro. Lorsque vous êtes dans une société de 10 000, 20 000, 50 000 personnes, je veux dire, Oui. voilà. Plus la société est importante, plus vous devez vous raccrocher à qui est la personne, au-delà du CV. Moi, je sais que, bon, personnellement, bon, alors peut-être que c'est mon côté autodidacte, peut-être mon côté atypique, mais moi, le CV, je le regardais pas. Moi, c'est la personne que je regardais. Pourquoi ça l'intéresse? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a envie de donner? Est-ce que elle veut s'inscrire sur la durée? Vous voyez, il y a pas longtemps, j'ai fait un recrutement pour une société et j'ai un candidat qui avait, là, c'était pas un increvable, il avait 35 ans, 36 ans. Il me dit, voilà, là aujourd'hui, j'ai envie de poser mes valises dans une entreprise, c'est-à-dire m'inscrire sur la durée. Et ce mot-là, mais ça m'a interpellé, ça m'a touché. Et en face, j'avais une entreprise d'une quarantaine de personnes qui, lui, bien sûr, ben, il fallait déjà, le premier critère pour son recrutement, il fallait qu'il trouve quelqu'un qui va s'inscrire sur la durée et Hmm. qui ne va pas lui dire dans 6 mois, dans un an, je pars. D'accord. Donc, vous voyez, et on part de là. Par rapport au contexte de l'entreprise, on regarde par rapport au côté humain, est-ce qu'il y a compatibilité? Puis après, ben, il peut manquer quelque chose, mais encore une fois, un savoir-faire et une compétence, s'il en manque qu'une ou deux, elle peut s'acquérir, c'est pas un problème. Euh, Oui, alors ça, je partage totalement et c'est quelque chose, ben, à nouveau, voilà, faut envisager un recrutement ambitieux et donc risqué, mais une compétence, ça s'acquiert, tout s'apprend. Alors que l'état d'esprit d'une personne, surtout à 45 ans plus, on va difficilement se changer. Donc quelqu'un qui est apte à s'adapter, à apprendre, qui a démontré qu'elle pouvait changer de secteur régulièrement, je trouve ça beaucoup plus intéressant, sans en plus omettre le facteur loyauté, puisque évidemment quelqu'un qui vous tend une main, et vous êtes conscient que, alors il vous fait pas une faveur, hein, évidemment, on n'est pas dans le monde des bisounours. Si on vous recrute, c'est que vous allez apporter de la valeur à l'entreprise. Mais si vous venez du monde de l'agroalimentaire et qu'on vous recrute en banque assurance, il y a une forme de faveur quand même, un pari sur vous. Donc vous, en tant qu'employé, normalement, vous vous sentez d'une manière un peu redevable, en tout cas. Je pense que la loyauté, elle va être bien sûr, décuplée. bien Et ça, sûr. les recruteurs, parfois, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qu'ils envisagent forcément, alors que pour le coup, ça pourrait servir toutes les parties. Non, mais c'est là. Alors, autant encore une fois, un grand groupe qui mettent en place des process, que voilà, c'est normal parce ils ont du volume, de la quantité, tout ça. Mais pour les PME, et je parle de PME jusqu'à 500 personnes, là non. Je veux dire, mettez de l'humain et mettez de côté les process. Plus votre société est de taille légère et plus l'humain aura son importance, quoi. Donc, c'est là. Et l'autre problème, c'est que souvent les chargés de recrutement, c'est des personnes qui ont 30, 35 ans.
Et voire beaucoup plus jeune, hein. J'ai vraiment beaucoup de voire retours beaucoup plus jeunes. Et des donc, c'est personnes. évident que pour eux, par exemple, s'intéresser à un profil d'une personne de 55 ans, non, pour eux, c'est pas un bon recrutement. C'est un vieux. Et on n'a pas à leur lancer la pierre. Et je peux vous dire que ce qu'il y a de très intéressant d'ailleurs, bon, ça fait un an que j'ai lancé les incroyables, donc là maintenant j'ai des histoires, j'ai compris quand même pas mal de choses, j'ai évolué. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai constaté un gros décalage entre la perception du dirigeant et la perception du service RH. Le dirigeant, lui, va dire la personne de plus de 50 ans, plus disponible, moins casse-pied, plus expérimenté, plus fidèle. Eh bien, quelque part, c'est l'opposé du service RH. Du service RH, dans le personne de plus de 50 ans, il est proche de la retraite. Lorsque vous recrutez quelqu'un qui a 52 ans, il lui reste 12 ans, 13 ans à travailler, quoi. Donc, je veux dire, une société n'a pas une visibilité sur 12 ans, alors que lui, il sait qu'il a besoin de travailler pendant 12 ans. Il est tellement content qu'une entreprise les repris qu'il n'est pas prêt d'en partir, quoi. Donc, il y a vraiment ce décalage entre un dirigeant et un service RH. Et vous pensez qu'il vient d'où ce décalage? Alors, le point de vue du dirigeant, je trouve plutôt pertinent, mais pourquoi c'est cette méfiance ou cette vision totalement opposée du service RH? Enfin, des services C'est RH, les on étiquettes. généralise Mais, évidemment, mais et encore une fois, ils y sont pour rien. Ils y sont pour rien. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a 25 ans, qui a 30 ans, qui est en charge de recrutement, de dire ben, fais-toi-en un copain alors qu'il a 55 ans. Parce que quelque part dans le recrutement, il y a une part également de séduction. Il faut que ça matche. On recrute jamais, même si on est recruteur, quelqu'un qu'on trouve imbuvable, hautain, voilà, ben, on ne le mettra pas dans la sélection des candidats à recruter, même si oui, vous êtes que recruteur. ça, c'est pas forcément lié à l'âge. Moi, que quelqu'un d'imbuvable, d'irrespectueux, par exemple, ou de condescendant ne soit pas recruté, ça me paraît tout à fait normal. Qu'il ait 22 ans comme 55 ans. En revanche, c'est plus cette méfiance à l'égard des seniors. Et d'ailleurs, ça me permet de Ben vous oui, poser mais la c'est normal. question. Tout à Pour l'heure, vous, je vous ai dit, c'est- j'ai mené une mission de redressement au niveau de franchise de camping. Quand je l'ai menée, j'avais 60 ans. Mais je peux vous dire que au siège de cette franchise, le siège, il y avait une quarantaine de personnes, quoi. Bon. Eh bien, pendant 6 mois, dans mon dos, qu'est-ce qu'on disait? Tu te rends compte, on a recruté un mec de 60 ans, et en plus, il connaît rien au camping. Voilà. J'avais cette étiquette, un vieux Après, qui était quelqu'un de là. 60 ans qui connaît rien au camping, c'est la vérité. Oui, mais tout à fait. Mais le vieux, il était là. Oui, Et oui. c'était à moi de leur montrer que je suis pas si vieux que ça, et même certains qui sont plus jeunes, c'est peut-être eux les vieux. C'est là où on en revient, où l'envie, la motivation, se projeter de demain est hyper important. Et ça, c'est la difficulté des plus de 50 ans. Les plus de 50 ans, moi je sais que j'ai eu des retours de RH qui ont reçu des personnes que j'accompagne et qui m'ont dit, voilà, ils parlent que d'eux au passé, ils savent tout, ils ont tout vu. Ben, ok, ils ont vu des choses, mais ils ont pas encore tout vu. Et de montrer qu'ils ont encore envie de voir des choses. D'accord. Donc, ça, c'est la difficulté du senior. Le senior, c'est de montrer voilà, une certaine suffisance. Il sait tout, il a tout vu, il a tout fait, il a. Voilà. Mm. C'est ça le problème. Et on ne s'attire pas comme ça, quoi. Oui. Et pour vous d'ailleurs, quels sont les grands défis de la recherche d'emploi pour un profil de 45 ans et plus? Si vous deviez en citer 4-5 là. Il n'a jamais été, moi je dis, il n'a jamais été aussi facile de candidater. Moi, à mon époque, quand on candidatait, on devait écrire une lettre manuscrite de motivation, on devait mettre son CV dans une enveloppe, mettre un timbre, aller à la poste, et voilà. Ce qui veut dire que des candidatures, les entreprises n'en recevaient pas tous les 4 matins.
Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile. C'est-à-dire, en une demi-journée, vous pouvez C'est trois candidater à clics. 100. D'accord? Donc, le paradoxe, c'est qu'il n'a jamais été aussi facile de candidater, mais il n'a jamais été aussi difficile d'être lu. Le problème du senior, c'est ça. Ça démarre par les ATS. Les ATS, mais il va vous éliminer par l'âge. Si vous commencez à mettre les dates dans lesquelles vous étiez dans telle entreprise, tout de suite il va comprendre, parce qu'il y en a qui disent ouais, je ne vais pas mettre l'âge, parce que tout de suite je vais te repérer, on va m'éliminer. Sauf que s'il met qu'en 1992 il était à telle boîte, ben, Oui, on l'ATS comprend va qu'on n'est pas vite sur un jeune comprendre qu'il étudiant. est Ouais. trop vieux, quoi. Donc voilà, on en est là, on en est à vouloir comment je peux maquiller mon CV pour qu'il ne soit pas éliminé. Donc déjà, moi, ce que je dis à un senior, je veux dire, essayez de trouver une autre manière de candidater. Essayez de trouver une approche que vous seul l'actionnez. Je veux dire, envoyer sa candidature sur un clic, mais c'est jouer au loto. Ouais, Oui, alors je vous suis pouvez gagner. entièrement d'accord avec vous et je vais même aller plus loin que vous dans votre analyse. C'est que pour moi, les ATS sont un faux problème. C'est que, comme vous le disiez, il n'a jamais été aussi facile de candidater. Donc, que vous postuliez à un poste de directeur général ou d'autres d'accueil, il y a 400 candidats quoi qu'il arrive. Même si l'ATS évince, disons, 90% de ces candidatures, il nous en reste 10%, donc 40 sur les 400. 40 candidats, je connais pas un RH en France, je les mets au défi de me dire qu'ils vont éplucher l'intégralité des candidatures qui ont passé le filtre des ATS. Donc, tout le monde se fait une montagne des ATS. Alors évidemment, c'est un vrai sujet, mais le sujet, c'est comment on est considéré par l'humain en bout de chaîne. Et c'est peut-être aussi bête qu'un réglage, par exemple, se servir des ATS évidemment, mais couper les candidatures quand vous en avez 50. Donc là, l'ATS, il en évince 90. Sur 50, ça veut dire qu'il en reste 5. Là, sur les 5, on pourrait étudier tous les candidats et répondre à tout le monde. Je pense que le goulot d'étranglement, il se situe toujours au niveau de l'humain et la technologie, les ATS ont bon dos. C'est un bouc émissaire bien pratique. Mais vous savez, tout à l'heure, vous m'avez dit, l'enregistrement, on va tout garder. Donc, je veux dire, ce que je vais vous dire, je prends un risque, mais je l'assume. C'est, j'avais un candidat qui avait postulé à une société, euh, pas de réponse. Donc, il me demande si je peux l'aider. Donc là, c'était une société d'une certaine taille, donc le DRH, pour moi, c'était un décideur, voilà. J'envoie un mail au DRH, parce que j'ai pas pu récupérer son numéro de téléphone, j'envoie un mail au DRH. Et le DRH, où je l'alerte, voilà, dire non, pas de réponse. Ok, pas de réponse. Hein. Un mois après, j'envoie la même adresse email, donc adresse professionnelle, en lui disant voilà, j'ai une société sur la région de Lyon, donc proche de là où il était, qui recherche un DRH et je voulais savoir si vous étiez à l'écoute d'opportunités professionnelles. Et là, dans l'heure qui suit, il m'a répondu oui. Hum, Donc, vous voyez, c'est maintenant on est dans une société où on ne se parle plus, on ne se répond plus. C'est tellement facile aujourd'hui de ne pas répondre. ah oui. Donc, c'est pour ça qu'il est important de mener des actions qui va faciliter la prise de contact avec la personne. Ce que j'observe, c'est que beaucoup de profils expérimentés disposent d'un réseau, forcément, qui s'est accumulé tout au long de leur carrière, mais c'est un réseau qu'ils n'ont jamais vraiment entretenu. Si je dois être schématique, ils étaient plus occupés à bosser, quoi. Et quand tout va bien, on se préoccupe pas trop d'entretenir justement ces relations. Et le jour où on se retrouve le bec dans l'eau, alors de manière subite ou ça peut être volontaire aussi, à partir de son entreprise précédente, on va solliciter son réseau et tout le monde vous tourne le dos ou voilà, personne prend vraiment le temps de vous aider et on se rend compte que finalement, le réseau déjà, il y a une difficulté à l'activer
Et beaucoup de profils expérimentés aussi n'osent pas trop, après 20, 30 ans de carrière, solliciter les gens, notamment sur des réseaux comme LinkedIn. Et je parle de solliciter, certains me parlent même de quémander. Donc il y a une forme de complexe par rapport à ça, alors que, comme vous le disiez très bien, c'est central dans une recherche d'emploi. Oui, oui, tout à fait, mais vous avez entièrement raison. Alors, après, il y a des explications. Euh, Par exemple, une personne qui a travaillé 20 ans, 30 ans dans la même boîte, passé les 10 ans, elle ne se posait pas la question, je dois me faire un réseau. Parce que ça fait 10 ans qu'elle y est, elle sait qu'elle y sera encore 10 ans, encore 20 ans. Donc le jour où cette personne-là se retrouve dehors, je veux dire, en fin de compte, elle n'a pas de réseau. Puisque le réseau, il est uniquement dans l'entreprise chez qui Oui, elle était tout à et fait. elle Ouais. a connu qu'elle. Donc déjà, ça, c'est la première. La deuxième, c'est euh, selon, c'est évident que moi, personnellement, qui est toujours occupé un poste de commercial, commercial, c'est quelqu'un qui est toujours à l'extérieur, qui est toujours à la rencontre de personnes, ben, j'avais plus de facilité d'avoir un réseau que quelqu'un qui était sur un poste sédentaire dans un service. Donc il y a aussi ça comme explication. Après, la troisième, c'est des gens aussi qui tombent de très haut, qui avaient un gros réseau, parce qu'eux-mêmes occupaient un poste à hauteur de belles sociétés. Donc, alors, ben oui, il y a plein de gens hein, euh, qui étaient autour de lui, Oui, sauf que le à ce jour moment-là, où il a perdu, on vient sonner à votre bureau. Ouais. voilà. Et le jour où lui, il a été sorti, ben, il s'est rendu compte que son réseau, il n'y avait rien. Donc, un réseau, c'est pas simple. C'est pas simple. Donc, il doit s'entretenir, mais je ne peux pas reprocher, vous voyez, dans les incroyables, autant j'ai du mal à comprendre quelqu'un qui a été dans le métier commercial de dire j'ai pas de réseau. Là, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait durant ta vie, quelque part? Là, c'est provocateur, je le bouscule. Mais quelqu'un qui était comptable, ben ça, je peux le comprendre. Donc, autant un commercial, je vais dire, écoute, tu as une qualité où tu es censé d'être audacieux, d'être. Voilà, c'est un commercial qui n'est pas audacieux, qui ne va pas trouver des angles originaux, tout ça, il n'a pas été commercial. Donc, je vais lui dire, ben, tu vas aller chercher un emploi comme tu allais chercher des clients, donc avec de l'audace, de l'originalité et tout ça. Et puis, le comptable, ben, je vais lui apprendre à être audacieux. Et je vais l'aider et je vais le faire au départ pour lui. Et je peux vous dire que, et ça c'est une de mes grandes fiertés et satisfactions, c'est qu'il y a des gens que j'accompagne, donc ça fait un an que j'ai créé les Increvables, il y a des gens qui ont retrouvé du travail, grâce à leur action, c'est pas moi qui leur ai ouvert la porte de l'entreprise, et ils m'ont dit merci les incroyables parce que c'est grâce à vous, parce que vous m'avez redonné de l'énergie positive, vous m'avez redonné l'envie d'être audacieux, d'être original, et si j'ai eu le poste, je sais que c'est grâce aux incroyables, alors que je ne Mm. suis plus rien. Mais ça, c'est la plus grande récompense. Et vous parlez d'audace. Moi, j'ai coutume de dire à mes élèves que votre nom, vous l'avez déjà. Si vous n'allez pas voir quelqu'un, que ce soit en présentiel ou via email, sur les réseaux ou par téléphone, c'est comme si vous avez dit non. Donc, entre guillemets, vous avez déjà enterré le peu de chance que vous aviez peut-être à vous faire aider, à obtenir des informations intéressantes et d'ailleurs rencontrer peut-être une personne sympa et intéressante. Donc, le vrai sujet aussi, c'est de voir le verre à moitié plein. Et la deuxième dimension du sujet, c'est de se considérer soi-même comme une opportunité pour les autres. C'est que, à nouveau, quelqu'un qui ne vous connaît pas, il a peut-être besoin de vous. Vous allez peut-être lui apprendre des choses, vous allez peut-être lui faire du bien. Juste, vous parlez beaucoup d'énergie. Juste par la rencontre, la personne que vous n'osiez pas contacter, ben, ça se trouve, ça va devenir un ami. Alors, c'est peu probable, mais c'est possible. Bien sûr. Et en fait, on va envisager le pire
tout en ne mettant même pas le doigt sur ce que ça pourrait être. Parce que le pire, ça peut être un nom, ça peut être à la limite quelqu'un qui va vous rire au nez. C'est toujours possible si vous tombez sur quelqu'un de malveillant, mais vous allez survivre. Vous voyez? Alors que si la discussion de fil en aiguille se poursuit, peut débloquer complètement la situation. Et à nouveau, on est vraiment dans ce registre de l'ambition d'oser, quoi. C'est vraiment important parce qu'effectivement, personne le fera à votre place. Et là, on parle beaucoup des profils expérimentés depuis tout à l'heure, et c'est valable pour tout le monde, y compris des profils juniors. Et vous avez raison. Et là, je peux vous raconter des centaines d'histoires où l'audace a payé. Moi, j'avais un commercial quand j'étais dans l'informatique, mais les entreprises qu'il démarchait, c'était uniquement les entreprises, c'était en région parisienne, il habitait le Val d'Oise, les bureaux étaient à Asnières, mais il ne démarchait que les entreprises qui étaient sur la route entre son domicile et ses bureaux. Tranquille. Et, et il disait à l'entreprise, dit voilà, moi je vends de l'informatique, il y en a d'autres, les prix, ben, je suis comme tout le monde a les mêmes prix, tout ça. Par contre, moi, la différence, c'est que moi, tous les jours, je passe devant chez vous. Donc, moi, le jour où vous avez un problème, il est réglé dans la journée, parce que Ouais. vous êtes sur ma route. Eh bien, il a fait rire, c'est du bon sens, voilà, Ouais. et il a réussi à se faire. Je dirais, alors, il y avait à peu près une quinzaine de kilomètres entre son domicile et là. Eh bien, toutes les entreprises qui étaient sur ce chemin, J'y il les sens avait eues. passer. Eh bien, voilà. Et bien, ça, c'est de l'audace. Moi, je dis, mais bon Dieu, si vous avez une entreprise qui est à 4-5 kilomètres de chez vous, qui vous fait rêver, qui a passé une annonce que vraiment, là, vous ne voulez pas la louper, qu'est-ce qui vous empêche de vous pointer à 7 heures du matin devant l'entreprise, attendre l'arrivée des gens, de repérer en règle générale les grosses voitures, ça peut être le dirigeant, ça peut être comme ça, et vous le surprenez, et vous lui remettez le CV sur le parking. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi? Ouais, alors Pourquoi? c'est une excellente suggestion et ça aussi je suis totalement aligné avec vous. C'est que aujourd'hui on n'a jamais autant communiqué sans rien se dire. Vous voyez, on écrit beaucoup par écrit, SMS, mail, etc. Et tous les messages sont noyés dans la masse. C'est hyper intéressant de passer par des canaux de communication différents qui ne sont quasiment plus utilisés. Rien que le téléphone, les gens ne s'appellent plus. Si Tout à vous fait. disposez d'un numéro de portable, c'est un avantage incroyable par rapport à d'autres candidats. De Euh, moins en moins, hein, les numéros de portable, parce que de ouais, plus en plus, c'est géré par l'IA également, et qui va faire lui-même sur le fil tout ça, et donc selon, il vous oblige de vous annoncer, et oui, selon le nom, ben, vous ne l'avez pas. Donc, oui, oui. c'est encore vrai, mais ça va être de moins en moins vrai, quoi. Mais les solutions, c'est ce que vous évoquiez, le présentiel, même une lettre papier, vous voyez, le format papier, même à Bien sûr. titre personnel, Et recevoir, l'envoyer par la poste, ouais, recevoir une carte postale de quelqu'un, ça fait hyper plaisir parce qu'on n'en reçoit plus. bien Et sûr. on trouve ça sympa même, enfin voilà. Et même dans le cadre professionnel, recevoir un CV par la poste, le courrier de la DRH arrive bien sur le bureau de la DRH et il s'avère il y a aucun candidat qui va envoyer son CV par la poste. Si vous le faites, vous êtes quasiment sûr que votre CV sera lu justement. Et c'était le point dont on parlait tout à l'heure. Ben, il y a quelques mois, sur Toulouse, par exemple, j'ai une quinzaine de personnes d'increvables que j'accompagne sur Toulouse. Et donc, je leur ai proposé un jour de dire, bon, on va se retrouver un matin à 9 heures à la Beige. À la Beige, donc, c'est une ville où il y a beaucoup, un tissu d'entreprises assez important, banlieue de Toulouse. À la Beige, on va se mettre par deux et on va aller taper aux portes des entreprises. On va aller se présenter, dire voilà, les Incrovables, c'est une communauté de plus de 50 ans, vous retrouvez toutes les expériences, tout un. Et, bien, et le midi, on a tous mangé ensemble, et l'après-midi, on est reparti sur le terrain. Et à la fin de la journée, les gens des Incrovables, ils disaient jamais j'ai osé faire ça. Et enfin, le compte, ils ont beaucoup apprécié. Et puis, on a trouvé 4 opportunités d'emploi dans une journée. Mais pourquoi? Parce qu'on est allé sur le terrain, on est allé à la rencontre des gens, on a été voilà, c'est ça, il faut absolument remettre l'humain au centre du jeu, Ouais. quoi.
Alors là, je suis à 200%. Et là, vous êtes dans un scénario où ça s'est bien passé. Il y a eu quatre opportunités d'emploi débusquées. Mais même sans opportunité d'emploi, j'ai envie de vous dire que Oui, tout à fait. au moins, vous avez la certitude que c'est non. À l'inverse de réponses automatiques qui vont traîner, vous allez attendre une réponse en regardant votre portable sur la table basse pendant X Mais semaines. Là, au moins, vous avez une réponse. Si vous ouais, arrivez avec votre CV, on vous dit, bah, écoutez, je suis désolé, mais votre profil correspond pas vraiment, ou on a clos le process. Au moins, vous pouvez passer à autre chose. mais c'est vrai, Vincent, mais je vais être provocateur. Vous m'avez dit, c'est pas sûr qu'on trouve quatre opportunités. Ben, je vais vous dire, moi, en tant que commercial, j'avais des commerciaux à manager, tout ça. Et moi, ce que je voulais chez un commercial, c'est qu'il reste lui-même. Chacun, je veux dire, a sa personnalité. L'important, c'est que le client, le prospect, ne change pas. Il y a pas. Je veux que tu sois toi-même. Et pour ça, je veux que par contre, tous les jours, tu aies l'envie d'aller chercher de nouveaux clients. Et automatiquement, quand on a toujours ce rythme de prospection, de vouloir grandir, tout le monde trouve. Que ça soit le timide, le technique, l'audacieux, le relationnel. Et on trouve toujours des gens qui vous correspondent. Moi, personnellement, je ne passe pas avec tout le monde. Comme vous, Vincent, vous n'allez pas passer avec tout le monde. Par Oui, tout à contre, fait. heureusement, vous avez des gens où vous êtes complètement compatibles. Moi aussi. Ben, le tout, c'est sur 10 personnes. Ben, il suffit que vous en rencontrez deux ou trois, vous êtes compatibles. Voilà. Mais le tout, c'est que vous avez accepté d'en rencontrer 10, qu'il y en ait 7 qui vous ferment la porte. Mais après, on retient quoi? Les trois qui vous ont ouvert la porte. Et Bien c'est pas sûr. de la chance, c'est Mm, que vous avez accepté d'aller à la rencontre d'eux. Donc un demandeur d'emploi qui a du mal à aller, lui, il reproche que les recruteurs ne viennent pas à sa rencontre. Ben, évidemment, ils reçoivent des dizaines, des centaines de candidatures, alors que c'est lui qui doit aller C'est à sa rencontre. quasiment, alors avec tout le respect que j'ai pour quelqu'un qui cherche depuis des mois, Bien voire sûr, parfois des années, mais c'est quasiment présomptueux, que, comme si oui, on vous attendait. Et c'est ça tout aussi à fait, qui est dur dans la démarche, c'est que il y a vraiment un apprentissage ou un réapprentissage tout à fait, de l'humilité, ce qui, de l'autre côté, évidemment, enlève pas toutes les impolitesses, les incorrections, de pas de tout réponse, à fait. etc. Mais effectivement, personne ne vous attend. Et à nouveau, ça ne concerne pas que les profils expérimentés d'ailleurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais non, mais c'est mais de toute façon, c'est un sujet hein, aujourd'hui dans notre société. Hein, je veux dire, avec l'IA, tout ça, il faut que l'IA soit une aide, mais ne vous remplace pas. Donc, ne demandons pas à l'IA ce qu'on peut faire soi-même. Je veux dire, Tout à fait. l'IA peut nous permettre d'aller plus vite, peut permettre d'automatiser certains trucs, ok, tout ça, mais c'est toujours l'homme qui fera la différence. Et c'est toujours l'homme qui pilote. Et Mmh. ça, on ne sait plus le faire, quoi. Vous évoquiez votre travail chez les Increvables, justement, d'aller au contact des dirigeants, des recruteurs. Est-ce que vous avez constaté, depuis vous êtes dans cette démarche et même peut-être avant, une évolution à l'égard des seniors chez les recruteurs? Une évolution sur leur employabilité, sur la considération qu'ils peuvent avoir Alors, pour les candidats seniors? oui, alors, pour moi, allez, 2 ans maximum, le problème sera réglé sur les seniors. Ça ne sera plus un problème, voilà, Bah déjà, c'est pour plein de raisons. démographique. C'est que Voilà, de toute façon, entre guillemets, même pour des entreprises qui font du jeunisme à tout crin, elles auront plus le choix, entre guillemets. tout à fait. Donc, pour moi, c'est encore une affaire d'1 an ou 2 ans, sauf que les gens qui sont en difficulté aujourd'hui, ben, ok, d'1 an ou 2 ans, mais moi, aujourd'hui, je suis. Parce que dans les increvables, j'ai des gens, ils sont dans une situation, mais très, 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 très compliquée, quoi. Hein. Donc, je peux vous dire qu'il ne se passe pas une journée sans que je prenne pas. Enfin, on ne peut être qu'ému, quoi, je veux dire, hein, et qu'on a envie de l'aider, quoi. Mais donc, pour moi, dans 3 ans, le problème sera réglé. Il y a tellement maintenant d'acteurs qui commencent à en parler ici et là que voilà, ça commence à rentrer. Et puis après, mais ça c'est ma conviction à moi, moi je mets dans une entreprise trois catégories. Je prends
l'apprenant, qui est le jeune, qui sort des études, peu d'expérience, l'apprenant. Vous avez l'ambitieux. L'ambitieux, c'est celui qui a entre 30 ans et 45 ans et qui est dans la fleur de l'âge, l'ambition, et c'est normal qu'ils soient ambitieux, et c'est une bonne nouvelle qu'ils soient ambitieux. Donc, quelque part, il pense d'abord à lui, puisqu'il a l'ambition. Voilà. Puis après, vous avez le sage, le sachant, qui est le 50 ans. Lui, c'est fini. Les jeux sont joués pour lui à 50 ans et plus. Il ne peut plus avoir d'ambition. D'accord. Donc, il est le sachant, donc il peut avoir un rôle de sagesse, de transmission, Oui, c'est ça. Il a peut-être de plus fiabilité. d'ambition autocentrée, si je puis dire. Voilà, tout à fait, Elle tout va à fait, plus euh, irradier, enfin aller sur les autres. tout à fait. Et une entreprise qui a trop de plus de 50 ans, c'est pas bon. Une entreprise qui a trop d'ambitieux, c'est pas bon. Et une entreprise qui a trop d'apprenants, c'est pas bon. Et une entreprise qui a éliminé une de ces trois, c'est pas bon. Pour moi, l'entreprise, je vais dire, qui fonctionnera, c'est celle qui aura fait une combinaison intergénérationnelle. Parce que les trois ont leur avantage et les trois ont besoin l'une de l'autre. Mais en fait, Parce que, en ce qui est plus, intéressant dans ce que vous décrivez, c'est que c'est un critère finalement qui est quasiment social en bien termes sûr, d'interaction bien dans sûr, cette communauté qui est une entreprise. bien sûr, Mais le recrutement, force est de constater qu'aujourd'hui, il est principalement fait sur un critère fonctionnel, opérationnel. c'est bien. Et j'ai jamais entendu un RH me dire, j'essaie d'équilibrer. Alors là, c'est vos dénominations, mais la quantité d'apprenants avec les sachants, avec les ambitieux, quoi. Quelque chose que j'ai vu nulle part dans une politique RH. Et d'ailleurs, Oui, mais c'est c'est voilà. à se demander si finalement aussi les RH et par extension les recruteurs ont les moyens de leurs ambitions. Est-ce qu'il y a des entreprises dans lesquelles il y a des politiques RH ambitieuses? Parce que souvent on a l'impression que elle est au service effectivement de l'opérationnel, de la marge, du chiffre d'affaires, du développement produit. Mais voilà, c'est aussi des recruteurs, des équipes des ressources humaines qui manquent de moyens. Et c'est pas que financier, hein, c'est juste au niveau latitude de ce qu'ils peuvent faire, etc. Et c'est tellement vrai, en fait, cette conviction est tellement forte qu'à la rentrée, avec Stéphanie Gutt, qui est une DRH expérimentée avec un parcours de grand groupe, et Laurent Seigne, qui est un ancien international de rugby, pilier, hein, gars de devant, et qui a été entraîneur et qui a gagné la Coupe d'Europe en tant qu'entraîneur avec Brive. On va mener deux soirs par mois des interventions dans les entreprises pour parler de la performance collective. Et on va partir sur une équipe de rugby de haut niveau. La performance collective, c'est quoi? C'est faire cohabiter des grands, des petits, des forts des moins forts, des rapides et des lents, des stars et des non-stars. C'est la complémentarité, Comment? oui. Voilà, tout à fait. Et l'entreprise, c'est pareil. C'est pareil. Si vous n'arrivez pas, je veux dire, à créer une complémentarité, ben à un moment donné, alors encore une fois, le grand groupe, peu importe, Oui, ils tournent tout mais seul, entre guillemets. voilà, mais une entreprise de taille moyenne, plus encore une fois l'entreprise est petite, plus l'humain est important. Donc il est important de mettre la personne à la bonne place, là où il se sent bien, là où il aura envie de donner le meilleur de lui-même. Il est important de pouvoir trouver une ambition collective, un projet collectif, que ça vive bien, un esprit solidaire, tout ça. C'est ça. Tous les jours, quand on se lève le matin, si on y va pour dire en freinant, oh là, il faut que ça soit un bonheur d'aller au travail. C'est retrouver des gens qu'on apprécie, des gens avec qui on partage une même objectif, tout ça, et qu'il va avoir un partage intergénérationnel. Ça, j'y crois. Et à chaque fois, quand j'en parle avec un dirigeant de PME, il est d'accord. Je vais vous donner un deuxième cas. J'ai une entreprise, une dizaine de personnes, d'accord? Vraiment TPE, quoi, hein, dizaine de personnes. Et elle voulait un responsable marketing, d'accord?
responsable marketing, donc tout de suite pareil, toujours pareil, quelqu'un de bon, de confirmé, nanana, nanana. Bon. Et je lui ai dit, mais un, votre taille aura des difficultés à attirer des gens qui ont vraiment du bagage. Deux, les bons, ben c'est vrai, plus vous êtes bon, plus vous êtes cher. Hein. Mbappé, c'est pas le même prix qu'un autre joueur. Bon. Donc vous n'en aurez pas les moyens. Moi, ce que je ferai à votre place, je recruterai un jeune qui sort de l'école et j'y mettrai pendant 3 mois un mentor, quelqu'un d'expérimenté pendant 3 mois, qui va accompagner l'intégration de ce jeune, qui va mettre en place les fondations, l'organisation, tout ça, et après, il pourra y aller. Et il a trouvé le concept génial, ça lui a parlé, il est parti sur ça, et donc du coup, on a recruté un jeune qui sortait de l'école, qui se retrouve avec un poste dès le départ important, mais qu'il a été accompagné par un senior qui, lui, a pris du plaisir à faire ce travail de coaching, de mentor, de retour d'expérience. Et tous les deux, je peux vous dire que un an après, ils s'appellent toujours parce qu'ils ont vécu quelque chose de très fort. Ils se sont apportés mutuellement des choses. Bien sûr, oui. Et on parle pas assez de la place de ces mentors dans les sociétés, mais c'est vrai que j'ai eu cette chance, moi, de côtoyer des managers, alors que j'ai jamais trouvé parfait, mais qui, à certains égards, et différents pour chacun, m'ont fait rêver, où je me disais, ben, moi, j'aimerais être comme lui. Dans 5-10 ans, j'aimerais être comme elle. Sur ce point, en tout cas. Donc Bien sûr. c'est quelque chose qui évidemment booste la progression et le développement professionnel. Et l'autre sujet, c'est que ça fidélise aussi les employés. C'est que la première frustration chez les gens, à nouveau, ça concerne pas que les profils expérimentés au travail, c'est le manager ou l'état d'esprit de l'équipe. Avant même les histoires de salaire, d'intérêt d'émission, intensité des déplacements, c'est vraiment l'aspect humain. Donc en fait, à partir de ce constat, si on veut être dans le 80-20 sur les leviers à utiliser, c'est vraiment tisser ce lien qui fait que les gens se sentent bien dans une société, qui peuvent d'ailleurs, parce qu'ils se sentent bien dans une société, alors faut pas que ce soit malveillant, mais faire un peu des concessions sur l'aspect salarial, faire des concessions sur, voilà, bah, enfin, peu importe, sur des missions, ils aimeraient plus, mais pour l'instant, on peut pas leur offrir plus. Mais au niveau humain, place de chacun dans l'équipe, ils s'y retrouvent. Et en fait, c'est quelque chose d'essentiel et c'est vrai qu'il n'est pas trop utilisé. Les sociétés capitalisent très peu sur ces logiques de parrainage, comme vous l'évoquiez, de mise en relation des gens. Et d'ailleurs, je termine mon intervention sur ce point là-dessus. Les sociétés très jeunes, et c'était un peu les déséquilibres auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure, notamment les startups, où il y a beaucoup de jeunes, on va dire en dessous de 30-35 ans, le turnover est énorme. Parce que finalement, on est dans une forme de, je mets des grands guillemets, mais c'est des mercenaires. C'est que on est là, et j'ai été le premier concerné dans un passé récent. On est là pour évidemment avoir des missions intéressantes, mais aussi construire sa carrière, avoir la meilleure des rémunérations, et les autres, entre guillemets, on s'en fout un peu. Tant mieux s'ils sont sympas, mais s'ils sont pas sympas, voilà. Et finalement, ça fait des parcours où on va rester 1 an, 2 ans, 3 ans, et après les recruteurs s'en étonnent. Ouais, tout à fait. Non, non, mais c'est là, c'est tout le paradoxe. Regardez, ça fait un an qu'on discute, et en fin de compte, on revient toujours sur l'humain. L'humain, et quand on parle de RH, moi, je dis à certains, il dit, mais quelquefois, vous enlevez le H, quoi. Je veux dire, vous êtes plus responsable du personnel que responsable des ressources humaines. Hein, le responsable du personnel, il y a 20 ans, 30 ans, hein, c'était carré administrativement, carré nanana. Puis après, on a dit, on va rajouter humain, responsable ressources humaines, tout ça. Mais il y en a beaucoup où c'est pas le cas, quoi. Donc, et puis d'avoir. Alors ça, c'est moi ce qui, encore une fois, je prétends pas dire avoir raison. C'est des convictions. Je parle avec mon cœur. Et donc, j'ai aucune prétention de dire c'est moi qui ai raison. Par contre, ma conviction, elle est forte. Mais reprenons du bon sens.
reprenons de la logique. Des jeunes tout seuls, c'est pas bon. Des vieux tout seuls, c'est pas bon, ça s'encroute. Des ambitieux tout seuls, c'est pas bon, ça s'entretue. Ben, on a besoin des trois. Et le tout, c'est de bien, je veux dire, c'est des marches, quoi. Hein. Je veux dire, Ouais, si on va avoir et surtout dans les trois catégories, si je puis dire, que vous décrivez, euh, un apprenant, bah, tout simplement, il ne peut pas être apprenant s'il n'y a pas quelqu'un pour lui transmettre. Et vice-versa, quelqu'un qui a l'âge, l'expérience de transmettre, s'il n'y a personne pour l'écouter, je schématise un peu, il transmettra rien du tout. Pour terminer avec l'ambitieux, si vous avez vraiment des grosses ambitions d'un point de vue business, vous ne le ferez pas sans les autres. Et c'est là où vous avez besoin de petits jeunes qui sont capables de pas compter leurs heures et des sachants qui ont un peu de recul sur les situations, les problématiques. on peut pas demander à un ambitieux de passer du temps avec l'apprenant. Bah, il le fera Il va mal en en tout cas. passer. Il va en passer. Mais il pense d'abord à lui. Et c'est normal. C'est pas, alors là, c'est, moi, quelqu'un qui a 35 ans qui est pas ambitieux, je lui dis, bah, putain, tu manques d'ambition. Quelqu'un qui a 25 ans qui dit, je suis ambitieux, je dis, attends, c'est encore trop tôt, Oui, oui. continue à Déjà, apprendre. est-ce que tu sais faire la base, ouais. Voilà. Et puis quelqu'un qui a 50 ans qui est ambitieux, je dis, ben, c'est trop tard. Hmm. Je veux dire, Tu pourrais voilà. être même peut-être plus efficace, plus impactant ailleurs, ouais. Voilà, non, mais tout à fait. Alors, bien sûr, hein, je schématise, je Oui, grossis les traits, mais c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, moi, ça fait 15 ans, 20 ans où j'ai pas évolué. C'est bon, je suis arrivé à mon sommet à moi, voilà. Mais voilà, je continue et je transmets, quoi. hmm. Mais non, non, mais l'humain, faut revenir à ça, quoi. Et pour ça, c'est comment on peut sortir du numérique, des relations d'SMS, de mails, de réseaux sociaux. Il faut aller à la rencontre. Comment on fait? Et là, les increvables, ben, avec certaines personnes, je les pousse et ils me disent, oh, toi, tu arrives à me faire faire des choses que jamais j'aurais osé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas tout seul. Je l'aide, on en rigole, on en fait un jeu. Et comme vous disiez tout à l'heure, Vincent, et alors, il dit non ou il veut pas, et alors, eh ben, on en rigole, quoi, je veux dire. Oui, Mais ben, la il Terre en s'arrête pas rigole de tourner. pourquoi? Parce que il sait que je suis avec lui. Bien sûr. Et tout de suite, il va m'appeler pour dire ah ben je suis content, ça a marché, nanana, nanana. Ou alors oh là là, t'aurais vu là, il m'a jeté tout ça, mais il en rigole. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a vécu ça avec moi. Hmm. Donc c'est ça, hein, c'est remettre de l'humain. Ouais. Euh, les bons contextes pour une entreprise pour recruter un senior Jean-Luc. Et conseiller quand même de prendre quelqu'un qui a l'expérience, quoi, qui a vécu des guerres. Donc ça, c'est le premier cas. Après, euh, ben, les sociétés, on le disait tout à l'heure, où il y a pléthore de jeunes. À un moment donné, il faut mettre des repères, un peu de sagesse, il faut saupoudrer, quoi. Voilà. Ou alors des sociétés qui sont victimes d'un fort turnover. Quand il y a trop de turnover, ben, c'est évident que là, et puis là aussi, c'est une évidence. J'ai pas besoin d'aller chercher des statistiques. C'est évident que quelqu'un de 55 ans va pas dire, ben, j'ai trouvé une nouvelle copine, hein, on part en Australie et puis je vais faire ci. Voilà quoi. Quelqu'un qui a 55 ans qui rentre, ben, il va rester les 7-8 ans. Donc voilà, c'est ces contextes-là, quoi. Soit où il manque de l'expérience, il manque de la sagesse, soit un contexte où c'est difficile, où il y a besoin de quelqu'un qui doit faire entrer quelqu'un qui a des connaissances, qui a du réseau pour relancer la machine. Voilà. Ou alors là où il y a du turnover, quoi, trop de turnover. Eh ben, écoutez, Jean-Luc, un grand merci pour cette Non, discussion. c'est moi, Vincent, parce que c'était très agréable. Vous m'avez. Alors, on va se foutre de moi parce que je suis très bavard et je suis un passionné, vous l'avez bien compris. Mais qu'est-ce que c'est agréable d'être questionné par une personne comme vous. Donc, Eh ben, écoutez, je vous retourne le compliment parce qu'on s'est renvoyé la balle tout au long super moment. J'espère que voilà, ce sera instructif et divertissant aussi
Tout à pour fait, hein. les gens qui nous regarderont. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser là, les dernières minutes pour m'évoquer peut-être une actualité, quelque chose que vous vouliez mettre en lumière, notamment avec les increvables. Voilà, c'est votre moment et on conclura là-dessus, Jean-Luc. Alors, je vais être très bref. Donc, à partir de septembre, avec Stéphanie et Laurent, on va parler de la performance collective dans les entreprises en partant sur le sport, sport de haut niveau. Donc, les entreprises qui sont intéressées lors de séminaires ou de journées de motivation, qu'elles n'hésitent pas à m'interroger. Les increvables, il faut savoir que les entreprises qui vont recruter un increvable, parce que je ne suis pas une association, je suis une entreprise, d'accord? J'ai mis de l'argent, c'est mon argent, donc j'ai une liberté de parole, voilà. Et les entreprises qui vont recruter grâce à moi, grâce à mon intervention, je lui propose pour le service rendu, parce que si elle a recruté la personne, c'est pas pour me faire plaisir, c'est qu'elle estime que ça correspond à son besoin. Je lui propose de me verser une contribution que elle-même estime le montant. D'accord? D'accord, Je ne oui, dis c'est pas travailler participatif. avec vous. Ouais, ok. Voilà. Et là aussi, c'est très bien parce que je peux vous dire que les entreprises jouent le jeu. Elle joue le jeu. Donc voilà, comme quoi on n'est pas obligé de tout, de mettre en place des process, quoi. Je Oui, veux oui, dire, oui. À nouveau, c'est de voilà, l'humain, c'est oui, oui. voilà, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, c'est tout. Et encore une fois, merci pour cette interview parce que j'ai beaucoup apprécié, beaucoup de Avec grand plaisir. plaisir. Je vous laisserai me donner les informations, on en discutera après. Voilà, je les mettrai dans la description de la vidéo pour vous rejoindre éventuellement pour les candidats qui seraient intéressés, des informations sur votre entreprise, les Increvables. Et bah, écoutez, je vous dis à très bientôt, Jean-Luc, et le meilleur pour vos projets. Oui, et puis quoi qu'il arrive, Vincent, on reste en contact parce que le jour où vous avez besoin, ça me fera un plaisir si je peux vous aider. Vraiment, j'ai vraiment apprécié, quoi. Bah, Donc écoutez, voilà. avec grand plaisir. À très Merci bientôt. Vincent, à bientôt.